Mesdames et messieurs, chers compatriotes du Bénin et de la diaspora, bienvenue et bonjour sur ce plateau spécial. Le 1er août 1960 sonnait l'aube de la liberté. Aujourd'hui, 1er août 2026, le Bénin franchit un cap hautement historique, celui de ses 66 ans de souveraineté nationale et internationale. 66 ans d'histoire, de défis relevés, de transition politique maîtrisée et surtout de refondation continue. En ce jour de grande mémoire, Ulrich et de fierté nationale, nous vous proposons sur Canal 3 Bénin une émission exceptionnelle au cœur des enjeux qui façonnent le Bénin d'aujourd'hui, de la trajectoire historique, économique et sociale jusqu'à la protection vigilante du territoire. Nous allons décortiquer, analyser et célébrer le génie béninois. Ouais. Et justement, pour ouvrir cette grande édition spéciale, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau des figures éclairées du monde civil, en l'occurrence, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile et des spécialistes de l'économie pour dresser, bien évidemment, sans complaisance, mais avec beaucoup de fierté, le bilan de ces 66 ans d'indépendance. Et bien après, dans une seconde partie de cette émission, après l'heure qu'on aura avec ce plateau civil, nous serons au plus près de ceux qui veillent jour et nuit pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. Nous aurons l'honneur de recevoir un plateau d'officiers des forces de défense et de sécurité. Ensemble, nous allons décrypter le défilé militaire, les grandes réformes structurelles des armées, la police républicaine et les autres forces de sécurité, mais surtout les enjeux de la coproduction de la sécurité et du patriotisme à l'ère des défis modernes. Oui. Alors installez-vous confortablement parce que c'est le rendez-vous de la nation avec son histoire et surtout avec son avenir. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons le tout premier plateau, celui exclusivement réservé aux civils, pour dresser le bilan des 66 ans de souveraineté nationale et internationale du Bénin. En plateau avec nous, Dr Maoutonji Bokodaro. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gaba. Merci d'être avec nous. Vous êtes acteur politique et vous êtes aussi un spécialiste de santé. Tout à fait. Tout Bonne le fête à plaisir vous. pour nous. Merci. Bonne fête à tout le plateau. Vous êtes, je vais prendre à présent Dr Aimé Dadegnon. Vous êtes économiste. Bonne fête aussi à vous. Bonne fête d'indépendance. Merci, Monsieur Gaba. Bonne fête de l'indépendance à vous également. Et à tous les Béninois, à tous les téléspectateurs de Canal 3. C'est un plaisir de vous recevoir et un troisième invité également sur ce plateau, M. Raymond Zekba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez un campus, vous êtes expert dans la gouvernance hospitalière et vous êtes à vos temps perdus ou vos temps de rattrapage. Vous êtes également écrivain et vous êtes de la diaspora. Et pour la petite histoire, vous venez à peine de descendre et vous avez accepté et sacrifié votre repos pour répondre à notre appel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Bonne fête à vous, je commence par le dire d'abord. Merci, bonne fête à tout le monde. Et grâce à vous, nous aurons le regard des Béninois de l'extérieur, les Béninois de la diaspora. Et tout de suite, nous allons ouvrir ce plateau exclusivement civil. William Cléquin, les invités sont déjà présents, ils sont tout à toi. Bonjour à vous, mesdames, sinon, messieurs, et merci d'être en plateau avec nous ce matin. On parle politique, économie, éducation, jeunesse, culture et de plusieurs autres choses. Déjà, première question d'entame, docteur Aimé Dadegnon, on est toujours fier d'être béninois un 1er août, quand même. En effet, le 1er août est un moment de célébration, un moment de fierté nationale. Ce n'est pas que la commémoration de ce cérémonial qui dit que désormais le Bénin est libre et de conduire lui-même ses politiques, mais c'est également un moment, comme vous le constatez chaque année, de montrer nos forces, de montrer nos avancées, de montrer le parcours qui est le nôtre et également de projeter donc l'avenir, de prédire l'avenir, de penser, de planifier l'avenir. Donc le 1er août, ce n'est pas qu'une simple célébration, c'est au-delà une identité nationale et également une reconnaissance de nos efforts et une planification du futur. Docteur Bokodaro, sentiment partagé, fierté en ce jour de fête nationale, commémoration de l'indépendance? Tout à fait. Une énorme fierté parce que
lorsqu'on vous a franchi, quand vous étiez jadis sous tutelle, quand vous étiez guidé, coaché et tout, ce n'est qu'une grande fierté, qu'un événement très heureux. Et certaines nations aujourd'hui sont toujours sous tutelle. Donc que le Bénin soit indépendant, et ce depuis 66 ans, on ne peut qu'en être fier. Fête nationale comme tout autre, pour vous qui avez un regard sous beaucoup de cieux sur la planète Terre. Monsieur Zekwa, fête nationale, fierté, les deux rimes? Ah oui, moi je suis très fier d'abord d'être béninois et fier de savoir que depuis 1960, le Bénin a parcouru un chemin énorme et que les différents présidents qui se sont succédés ont participé à la construction de ce pays ensemble avec le peuple béninois. Et ça, moi, j'en suis très fier. Justement, vous me tendez une perche que je saisis en parlant des présidents de la République qui se sont succédés. 1960, indépendance, 90, conférence nationale. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, est-ce que c'est l'âge d'or du Bénin, c'est-à-dire un Bénin politiquement mûr qu'il y a devant nous aujourd'hui, qui a 66 ans d'âge aujourd'hui, docteur Bokolero? Oui, l'âge d'or, bon, peut-être, mais politiquement, oui, mieux, oui. Mieux parce que ça nous fait 7 élections présidentielles pacifiques, avec un passage pacifique du pouvoir, avec une société civile qui marche, avec une armée qui est effectivement républicaine. Je pense que nous avons trouvé notre chemin de développement et que ça va. Vous diriez la même chose de l'économie, un pays mûr après 66 ans d'existence, en une première prise de parole, docteur Dadéon? Oui, en effet, nous sommes, comme le disait mon doyen tout à l'heure, un peuple très fier parce que nous avons fait du chemin, surtout quand on regarde la première décennie qui a suivi en même temps notre indépendance, donc de 1960 à 1972 précisément. On était appelé dans la période l'enfant malade de l'Afrique, parce qu'on a connu beaucoup d'instabilité politique et en même temps économique, parce que quand la politique n'est pas bien assise, l'économie va avec. Et aujourd'hui, nous sommes l'un des meilleurs pays de l'Afrique en termes de gouvernance politique, en termes de développement socio-économique. Vous êtes péremptoire, meilleur, un des meilleurs. Un des meilleurs pays. Non, mais les statistiques sont là et les institutions de notation le disent si bien, ce n'est pas moi qui le dis dans mon coin. Et donc, plusieurs années consécutives, nous avons reçu les prix de meilleur pays, la notation B+, qui montre que nous sommes un pays économiquement stable et le futur également sera radieux parce que vu la tendance donc, de l'économie, on peut espérer, on a de la chance d'avoir eu des visionnaires à la tête du pays. C'est vrai, chaque gouvernant avec les exigences de son moment, mais aujourd'hui on peut être fier que nous sommes un pays économiquement mûr, politiquement d'abord et économiquement mûr, et qu'on peut davantage espérer dans les années à venir. Oui. Docteur Dalignon, je reste avec vous. On sait que dans les années 70, 60, juste après les indépendances, on a connu une période où l'agriculture était pratiquement la seule source de revenus avec l'exportation du palmier à huile, ce qui nous avait amené à environ 1,3% de croissance économique. Mais avec le temps, il y a eu la nationalisation dans les années 70 où on a connu la SONACIL, la création de la SONACIL et de la SONACEM. Mais la nationalisation, à un moment donné, a créé ce que nous avons connu avec une forte gabegie financière et nous avons chuté jusqu'à 2,9% pratiquement. Aujourd'hui, quand vous regardez la croissance économique du Bénin, avec tous les chocs extérieurs que nous avons connus, comment analysez-vous le parcours de notre pays? Mais vous avez commencé par l'analyser. Quand on prend de 1960 à 1972, nous avions eu une économie héritée de la colonisation, oui, qui était très peu diversifiée, avec notamment le palmier à huile comme principal produit d'exportation. Avec le temps, le coton s'y est ajouté. On n'avait pas vraiment d'industrie en cette période-là. Donc c'était une économie
de subsistance, si on peut le dire ainsi. Mais après le coup d'État de 72 avec le régime marxiste-léninisme, on est arrivé à une étape de nationalisation et surtout de création d'entreprises publiques. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps, justement, dans cette période-là, pour que nous passions de 1,3 à moins de 2,9%? Oui, parce que le respect de la chose publique n'était pas encore nôtre, puisque les entreprises étaient publiques, les employés étaient des fonctionnaires de l'État, et il y avait donc ces slogans-là, on dit, mais non, je ne veux pas mourir pour la cause publique. Donc, il y avait un peu de laisser-aller, il y avait un peu de malgouvernance, tant au niveau de l'appareil étatique qu'au niveau des entreprises publiques. Du coup, la plupart des entreprises publiques ont fait faillite. Les dettes se sont accumulées, et c'est ce qui a conduit à des cessations de salaire, des difficultés de paiement de salaire vers les années 85, 88 jusqu'à 90, où on a été obligé d'aller à la conférence des forces vives de la nation. Et c'est après cette conférence des forces vives de la nation que nous avons connu une seconde phase de notre, disons une troisième phase de notre vie économique, parce que la première phase étant la phase où on a hérité de post-coloniale, oui. la première décennie, la seconde étant celle de nationalisation. De la nationalisation, ce que nous avons appelé la première phase du général Mathieu Kérékou. Et à partir de 90, on a eu un économiste à la tête du pays qui a donc libéralisé l'économie en laissant donc la grande partie de l'économie au privé, en permettant au privé de développer l'économie. Parce qu'à un moment donné, le débat qu'on fait aujourd'hui a commencé depuis lors, on a compris que l'État ne peut pas tout faire. Et l'État, quand il veut faire, il y a des limites, surtout en termes de création d'emplois, surtout en termes de création de richesse. Parce que l'État, en principe, n'était pas destiné à créer de la richesse. L'État est là pour réguler, l'État est là pour assister, l'État est là pour accompagner. Donc, cette libéralisation a porté ses fruits. On a eu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de structures publiques, tant nationales qu'internationales, qui se sont implantées, ce qui a donné un nouveau souffle à notre économie. Mais on a également constaté quand même quelques limites à ce processus-là, parce qu'on se souvient du programme d'ajustement structurel qui a été décrié par même certains Béninois et qui, à la longue, n'a pas véritablement corrigé ce que nous connaissons tous, la gabegie financière. Ce n'est pas que ça, parce que, comme je le disais, chaque génération fait face à ces défis. C'est ça. On a connu également la dévalorisation du franc CFA qui a plombé les ailes des gouvernants en son temps. C'est vrai, comme on le dit souvent, chaque décision, qu'elle soit politique ou économique, a des conséquences positives et des conséquences négatives. La dévalorisation nous avait permis d'exporter davantage, ça a permis aux étrangers de venir acheter chez nous, mais à l'intérieur, ça a rendu la vie un peu plus chère et c'était compliqué pour les Béninois. Mais après cette étape, on a, je vais dire qu'on a surmonté cette étape à partir donc de 2006 avec une nouvelle vision, une nouvelle forme de gouvernance, avec un accroissement des investissements dans les infrastructures de tout genre, mais également avec un peu de légèreté, un peu de laisser-aller dans la gouvernance. Bon, aujourd'hui, on peut s'en être fier, comme on le disait au début, que la gestion de la chose publique a été complètement maîtrisée, de sorte que les finances publiques sont suffisamment assainies, la gestion de la dette est maîtrisée, quoique des débats... on y reviendra justement. Parce qu'on en fait trop, mais tout est maîtrisé aujourd'hui au point où nous sommes à un taux de croissance très élevé. Raymond Zekpa, tout est maîtrisé, un Bénin mûr, économiquement, politiquement. C'est aussi votre point de vue à vous, en ce jour du 66e anniversaire? Je pense que politiquement, on est mûr, parce que après les indépendances, il y a eu du tâtonnement. Les premiers dirigeants se cherchaient. Quand on lit un peu l'histoire du Bénin, d'où l'instabilité politique, les coups d'État, etc., parce que le régime politique n'était pas très clair au début. Chacun tirait le drap vers lui politiquement. Il y avait le régionalisme.
les gens du nord, du sud, du centre. Mais vous parlez de choses qui persistent toujours. Je suis étonné de, Oui, de vous voir déduire par oui. optimisme ou par réalisme. Non, je dis d'où nous sommes partis, pourquoi nous traînons certaines choses encore aujourd'hui. Et après, nous avons eu la stabilité encadrée, unidirectionnelle, qu'est le régime qui a commencé en 1972. Et après, il y a eu l'étape de la conférence nationale qui a ouvert une nouvelle voie politique et économique, surtout, puisqu'on a choisi un régime libéral. Et aujourd'hui, nous avons, depuis 10 ans, un régime qui fait entrer le Bénin dans une nouvelle dimension, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, parce que faire des réformes au Bénin, c'est très compliqué. Sur le plan politique, on voit toujours du côté de celui qui fait la réforme en quoi cela l'arrange, mais on ne voit pas toujours en quoi cela arrange le peuple béninois dans sa marche. Parce que toutes les nations qui se sont construites ont eu à faire des ajustements politiques et économiques. Aujourd'hui, le Bénin, on en est fier. Pourquoi ? Parce que nous avons mis en place, les gouvernants ont mis en place un réel système de capture des impôts. On ne peut pas développer un pays sans avoir les impôts nécessaires. Pendant longtemps, on en connaît, on a travaillé avec des chefs d'entreprises béninois, on sait comment ils évitaient de payer les impôts. Depuis l'avènement du président Talon, quand vous voyez tout ce qu'on appelle dématérialisation, c'est dans ce sens-là, la facture normalisée, ça nous permet de capter l'impôt. Et on ne peut pas développer un pays sans capter l'impôt. Deuxième chose, et troisième chose, pour qu'une nation se développe, il faut que la population soit en bonne santé. La santé, c'est la vigueur de la force de travail. Et là, il y a eu des réformes sanitaires, il y a eu des réformes hospitalières qui doivent se poursuivre. Et ensuite, pour qu'une nation se porte mieux, il faut mieux former la jeunesse. Aujourd'hui, il y a un plan de développement de la formation professionnelle et technique au Bénin qu'on n'a jamais eu à l'endroit de la jeunesse. Et je pense que si cette dynamique continue, aujourd'hui nous disons que nous sommes fiers du pays, on sera beaucoup plus fiers parce que tous les items sont là pour que le pays avance. Et sans vouloir verser dans le politique, je pense... On ne l'évite pas, on les jours d'indépendance. Déjà que c'est toujours la politique. Oui. Et je pense que le président Talon, en 10 ans, a tracé la voie. Et, pour dire qu'il n'y avait pas de voie avant lui? Non, j'ai jamais dit ça. Elle a tracé la voie du développement. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dimension. Et pour entrer dans une nouvelle dimension, il faut tracer une voie, il faut avoir une perspective. Nous avons été pendant longtemps dans la politique de l'incantatoire. Aujourd'hui, nous sommes dans la politique du pragmatisme. Et le pragmatisme construit un pays. Regardez, quand vous faites le parallèle, je vais digresser un peu, entre la France et l'Allemagne. C'est le pragmatisme qui conduit l'Allemagne au niveau où elle est aujourd'hui. La France reste toujours dans l'incantatoire, se satisfait de ce qu'elle a, etc. Il n'y a plus de développement industriel en France. Voyez. Donc, nos pays, nos nations ne doivent plus prendre forcément exemple aveuglément sur certaines nations développées, mais se tracer leur propre route. Et c'est ce que je dis en disant que le président Talon a tracé la voie et aujourd'hui, M. Wada engage le chemin avec tous les Béninois et je pense que dans 7 ans, parce que c'est dans 7 ans, dans 7 ans, on pourra faire le bilan pour voir jusqu'où il nous a amené et moi je pense qu'il y a de belles perspectives là-dessus. Voilà. Ouais. C'est vrai que vous avez bien fait tout à l'heure de parler du secteur de la santé, du secteur de l'éducation et vous avez apprécié les réformes qui sont en cours. C'est vrai que aussi que pendant un bon moment, durant des années, nous avons eu des grèves perlées dans ces deux secteurs essentiels pour la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces réformes, on peut dire, après plus de 66 ans, après plus de 65 ans de vie, est-ce que tout va pour le mieux dans ces différents secteurs? Sinon, on ne serait pas là. On ne serait pas en train d'en parler, on se serait satisfait de ce qu'il y a, et puis voilà, il n'y a plus d'émissions, etc. Il n'y a jamais du mieux dans un pays. On est en perpétuelle amélioration continue des conditions de vie des populations.
Quand vous prenez, je parlais de la santé tout à l'heure, Ouais. il y a une vraie politique de santé. Comme je l'ai dit par ailleurs à une autre émission, il faut maintenant développer une réelle politique de gouvernance hospitalière. Nous n'avons pas encore un vrai modèle de gouvernance hospitalière au Bénin. Et ça, je compte sur le ministre Benjamin Opati, qui fait du bon travail. Mais on a des administrateurs des hôpitaux qui sont à la tête de nos formations Oui, sanitaires, on a les les cadres, spécialistes, on a les cadres qu'il faut, mais cadres on en n'a pas santé le publique. modèle. Oui. Non, on n'a pas le modèle. Pour gouverner l'hôpital, il faut un modèle, il faut une programmatique. Il ne faut pas qu'on mélange la gouvernance sanitaire et la gouvernance hospitalière. La gouvernance Qu'est-ce que sanitaire, vous y mettez, la gouvernance spécialiste de la sanitaire, gouvernance hospitalière? la que vous gouvernance sanitaire, c'est définir une politique de développement sanitaire pour la population. La gouvernance hospitalière, c'est comment soigner la population. Ce n'est pas la même chose. Et qui soigner, qui fait quoi à l'hôpital? Aujourd'hui, dans tout pays, on sait on a un modèle de développement hospitalier, de gouvernance. Aujourd'hui, le secteur privé comme le secteur public, chacun gouverne comme il l'entend. Et je pense qu'avec les réformes qui arrivent, sous la houlette de monsieur le ministre, je pense que ça va y aller. Je pense que c'est le prochain chantier du peuple béninois. Docteur Bouko Daro, l'acteur politique, il dit quoi de la santé des Béninois en 66 ans de vie? Bon, Santé et éducation aussi. comme mon vis-à-vis l'a dit, tant qu'il reste à faire, ce n'est pas encore fait. Mais lorsqu'on voit notre parcours, on a fait du chemin. Il y a quelques années, on pouvait entendre des acteurs de la santé dire fièrement à la télé, nous allons arrêter le travail, vous allez compter des cadavres. Bien sûr, ça s'est dit dans ce pays. Ça se disait dans ce pays. Et puis, on comptait effectivement des cadavres. Et c'est comme si la conscience professionnelle n'était plus là. Je pense que depuis un peu plus de 10 ans maintenant, tout ça c'est derrière nous. Il y a plusieurs manières de revendiquer. Lorsqu'on choisit de servir dans le secteur de la santé, c'est un sacerdoce. On intervient sur la vie humaine. C'est un métier noble. Et aujourd'hui, tout va bien dans le secteur de la santé? On ne peut pas dire que tout va bien, mais il y a de mieux. Qu'est-ce qui a avancé en 66 ans et qu'est-ce qui n'a pas avancé? 10 dernières années, j'aime bien votre référentiel, mais rassurez-vous, on parle des 66 dernières années, globalement, ce matin. Oui, qu'est-ce qui a évolué dans le secteur de la santé? Beaucoup de choses ont évolué. Par exemple, il y a plusieurs années, depuis les indépendances, on peut compter le nombre de centres de santé qui existaient au pays. Il n'y en avait pas. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de centres de santé de référence. On a renforcé l'équipement de nos hôpitaux, on a renforcé le personnel des hôpitaux, et puis l'installation récemment de l'ARS, l'autorité de régulation du secteur de la santé, qui fait un travail excellent pour remettre les choses aux normes. Et qu'est-ce qui a encore changé? C'est dernièrement le milliard sanitaire. C'est une réforme majeure dont on doit parler. Vous voulez parler des mesures... des mesures sociales prises dans le secteur de la santé. Bien sûr. Pour les urgences vitales. Bien sûr, parce que je vais vous raconter quelque chose. Il y a une maman qui nous a dit, quand nous étions sur le terrain lors des campagnes présidentielles, qu'elle s'était résolue de ne pas aller voter. Mais quand on lui a expliqué ce pan du projet de société de notre candidat, le président Romain Wadaï, elle a dit qu'elle ira voter parce qu'elle a vécu ce drame. C'est malheureusement à la morgue qu'elle est allée identifier la dépouille de son père. Parce qu'il n'avait pas de ressources sur lui. Et étant en situation d'urgence vitale, on n'a pas pu le sortir d'affaire, on n'a pas pu le sauver. Vous voyez. Elle dit, pour rien que cette mesure, non seulement j'irai voter, mais moi et toute ma famille, nous irons voter. Et elle l'a fait. Vous voyez. Donc la population aussi est satisfaite de ces mesures-là, qui viennent améliorer un peu la prise en charge de nos concitoyens. C'est vrai que tout n'est pas encore fait. Il y a encore dans certains centres une insuffisance de places pour accueillir. Il y a des localités sans centre de santé, il y a des gens encore
qui ont le premier agent de santé à plus de 3-4 km de leur maison. Beaucoup d'efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits pour rapprocher les centres de santé effectivement de la communauté. Donc, ce que vous dites, les localités sont encore sans centre de santé, je pense qu'on peut compter. C'est plus beaucoup. La politique, c'est la politique, ce sont les politiques publiques, les décisions politiques. En même temps, c'est la santé. Quels sont, selon vous, les aspects, les leviers sur lesquels on peut bouger les lignes pour que le secteur sanitaire soit beaucoup plus réformé? Tout à l'heure, on a entendu Ramon Zekpa qui a parlé de la gouvernance sanitaire, de la gouvernance hospitalière. Selon vous, quels sont les points sur lesquels il faut beaucoup plus mettre l'accent pour que le Béninois lambda qui est à Tchoumétchoumi, qui est dans la zone la plus reculée du Bénin, puisse véritablement avoir accès aux soins de santé, aux soins de qualité et aussi la proximité qu'il faut à des coûts vraiment forfaitaires, capables de répondre à sa bourse. La première chose, c'est qu'il faut d'abord renforcer la capacité d'accueil de nos centres de santé. Imaginez qu'on entend encore aujourd'hui que le plus grand centre de référence au Bénin n'a pas de place pour accueillir. C'est triste, mais on entend ce discours. Et ce n'est pas qu'ils le font exprès. Il n'y a effectivement pas de place pour tout le monde. Et là, on fait quoi? La question qu'on se pose. Le patient qui a son dernier espoir, parce que son état ayant dépassé tous les centres périphériques, son dernier espoir, c'est qu'il soit traité dans un centre de santé de référence. Et qu'on lui dise qu'il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'il va faire? Quel message on veut lui transmettre par là? Donc on renforce la capacité d'accueil des urgences, des grands centres de référence, qu'on équipe davantage, c'est vrai que beaucoup de sanitaires. Oui, qu'on équipe davantage, qu'on recrute du personnel médical et qu'on fasse en sorte que l'assurance maladie universelle soit Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Il faut que l'État soigne sa quête de souveraineté en misant sur la production locale. Le pays exprime désormais sa capacité à transformer de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Ramon Zekpa, vous vouliez ajouter quelque chose encore? Oui, je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, il faudra utiliser tous les outils à notre disposition. Le Bénin est capable aujourd'hui de mettre en place ce qu'on appelle la télémédecine. Il y a un travail qui a été fait là-dessus, sur le Il y a des initiatives qui démarrent. Moi, je viens de sortir un bouquin le mois dernier sur la prise en charge des cancers par l'intelligence artificielle dans l'espace UMOA. Ça nécessite en fait une programmatique qu'il faudra mettre en place. Parce que soigner la population, c'est quoi? C'est déjà fait de la promotion de la santé. Pour prévenir, c'est soigner quand on est malade et c'est aussi accompagner après le soin. Aujourd'hui, je vous donne un seul exemple. Ce n'est pas que le Bénin, mais dans la plupart des pays de l'espace UMOA, si moi je tombe malade aujourd'hui, on m'amène au CNHU. J'ai un diagnostic qui est sévère, etc. On met en place un protocole de soins. Je vais à Nati Tengou. 2 semaines après, je fais une crise. Le médecin de Nati Tengou n'a pas l'historique de ce que j'ai vécu à Cotonou. Parce qu'il n'y a pas une interopérabilité encore entre les centres de santé, qu'ils soient publics ou privés. Et là, c'est les forces de défense et de sécurité capital ne sont pas prêtes à avoir la prise en charge globale du une patient. trêve tant Mais que pour revenir à ce ne que sera disait pas totalement éradiqué monsieur, du dernier centimètre il y a carré eu de beaucoup notre nation. Merci, lieutenant Dieudonné en matière de santé, en Chabi, matière membre de la garde d'équipements nationale, au je Bénin, rappelle. Merci ces 10 d'avoir dernières accepté de années. vous prêter à nos questions. On vous Les laisse centres de retourner santé à votre existent et position je après pense ces mots qu'aujourd'hui, empreints il faut d'émotion, vraiment mais que surtout de le courage. Bénin puisse engager chers l'ère téléspectateurs. Eh du bien, numérique dans en quelques santé. instants, On ne le peut président plus de la y échapper. République, Romuald On ne Ouadani, peut viendra plus y échapper par parce qu'on ici n'aura pas pour assez de médecins la suite pour aller eh bien, dans tous les du villages cérémonial pour soigner. républicain, Et donc le déposé, numérique bien et entendu, la Gerbe de télémédecine Fleurs, sont la toute importants première dans depuis son la prise en investiture charge au pied de cet obélisque. sanitaire Un de ce geste pays. certes sobre, On va mais parler chargé d'éducation de et médaillon. symboles Je sais qui que, va marquer cette matinée en annuelle partie, de vous êtes un mémoire, acteur de reconnaissance l'éducation ici au jardin de au Mathieu. niveau Et nous, supérieur. toute l'équipe de la Constitution SRTB avec prévoyait le en réalisateur 90 Enriquez que Dorego, l'école de base toute l'équipe soit coordonnée par gratuite. Claudia Adandé, nous Aujourd'hui, restons l'éducation mobilisés dans pour le vous public faire est vivre, gratuite pour pour vous faire vivre, j'y les arrive, enfants du Bénin chaque aujourd'hui instant au ici. secondaire, les filles. Et merci en classe de beaucoup à terminale. vous, Rodé. Après tout, De c'est terminale effectivement ont là que eu des
va l'éducation qui commencer, est va gratuite. s'officier. On a une L'acte stratégie nationale pour cérémoniel de la l'enseignement grande technique. parade militaire On a du 1er une août. stratégie Merci nationale d'avoir également fait pour témoigner la cet formation officier professionnelle. Chabi de la garde Bref, nationale. il y a des avancées. Corps d'élite créé Que dites-vous sur de le la marche de magistère 60 Talon ans pour en faire termes face à la menace d'éducation aussi, sécuritaire, des notamment défis déployée à faire. sur le front nord de la menace antiterroriste. Avant d'aborder le Un témoignage volet éducation, vous allez saisissant permettre de que bravoure, de j'ajoute courage, de rapidement détermination sur le pour le volet force de sécurité et de santé, défense. puisque Vous allez le ça découvrir aussi. Vous allez voir moi, j'ai- dans le sujet que je vais lancer et j'ai réaliser noté le reportage que réalisé de par Justin 1960 Koguer à nos au jours, il y a eu cœur beaucoup de d'avancées sur le volet santé. du dispositif Vous savez, au de début, sécurité la plupart des soldats blessés des et qui vont médecins afficher béninois aussi étaient en Europe. un courage. Ils étaient en Très Europe saisissant. et, Reportage. Ils y sont toujours. Ah oui, la tendance n'est pas inversée. Hein. on a même eu des informations qui montrent que les meilleurs médecins de l'Europe, de la France précisément, sont des Béninois. Ça n'a pas changé. Ils ont du mal à venir au pays. non Ils ont eu identifiés du mal à qui venir. cherchent Ils à avaient du mal à s'installer venir au sur le pays. sol Je pense que ça a béninois. changé un C'est peu, il faut le essentiellement la dire. garde Ils avaient du mal à nationale venir au qui pays est parce au qu'il y front avait dans le cadre de l'opération des Mirador. À l'arrière, tout un inexistants. Et donc dispositif les de opérations que soutien les de gens prise en réussissaient charge reste facilement en actif. Europe, ils Au ont sein du de mal ce à réussir dispositif, ici. Le l'aspect meilleur médecin en Europe psychologique vient de au la Bénin, prise en il fait une charge. opération, c'est Généralement, suivi les de décès, pathologies et que une nous deuxième observons opération, c'est suivi de décès. autour Et on s'amusait à dire du que, déploiement chez nos en fait, militaires, en plus du c'est côté surtout technique, le stress il faut aigu ajouter le ou volet les états de socio-culturel et même spirituel. stress post-traumatique. En Afrique Comment de se l'Ouest, fait j'allais la au prise Bénin, en charge parce qu'au des Bénin, soldats le blessés au patient, front? parfois il vient à l'hôpital avec des esprits, avec des... Ah oui, c'est confirmé? Bon, je dis, on s'amuse souvent à le dire. Là, vous dites des choses qui échappent à la sens. On s'amuse Ah, souvent à c'est le bon. dire. Ouais. Et donc, je voulais ajouter que pour ajouter à ce que mes co-débatteurs ont dit, il faut qu'on arrive à associer la médecine traditionnelle à la médecine moderne dans notre contexte africain et béninois. Ça se fait déjà sous notre Et le Bénin y pense, la faculté des sciences de la santé, aujourd'hui dans l'optique d'ouvrir des formations avec les praticiens, avec les acteurs de la médecine. Les armées revenus du front, ils sont pris en charge par la direction centrale des services de santé des armées. Revenons à l'église. Lors d'une mission recommandée de l'opération Mirador qui est sublessée à constater la position du campement. Donc j'ai reçu la barre d'une arme de semi-lourde au niveau de ma jambe droite. On m'a évacué à l'hôpital Saint-Marie-de-l'Étendue où j'ai suivi les premiers soins. Après ça, je suis transféré à l'hôpital de Kandigou, les patients, où j'ai suivi les soins complémentaires. À part ça, on m'a évacué sur la France pour la prothèse. Donc, et il faut dire que de 1960 jusqu'à un passé récent, la tendance était 70% formation générale, formation académique, formation des cadres administratifs et à peine 30% formation technique et professionnelle. Et cette formation technique et professionnelle se faisait pour la plupart hors du Bénin. Mais nous sommes dans une dynamique, ils prennent soin de moi comme cela se doit. La vision Bénin à la FIA, ils ont payé tous les produits et les soins évoluent normalement. Jusqu'à l'évacuation à l'extérieur pour une nouvelle prothèse, c'est l'État qui a pris en charge. Aucun centime n'est déboursé par le soldat touché au front. Sa prise en charge est subventionnée à 100% sur les fonds du budget national. S'ils sont référés dans nos centres militaires pour des prises en charge. Mais ça, c'est une projection, c'est une prospective. Bénin à la FIA 2025, quel bilan on en a fait? Le Bénin, il était très peu élogieux. Donc, si ça reste un vœu pieux, un peu comme Bénin à la FIA, avec des gouvernants qui s'en éloignaient, aujourd'hui c'est une loi, certes, mais on risque d'avoir les mêmes causes qui donnent toujours les mêmes effets. Ou sur une autre position déterminée avec l'état-major des armées. Malgré qu'ils ont été blessés, à un moment donné, après rétablissement, ils ont toujours cette force de dire, docteur, je veux retourner. Défendre la patrie est devenu leur quotidien. Ils sont vraiment prêts et nous les accompagnons dans leur choix. Parce que nous sommes là pour eux. On est prêts à les accompagner. C'est le défi le plus vite à structurer cette formation technique. Et aujourd'hui, on voit l'investissement qui est en cours dans les lycées techniques, puisque la formation technique part déjà du Moyen Âge, enfin je veux dire de l'âge adolescent, donc du secondaire déjà. Donc le plateau technique en termes d'éducation technique et professionnelle est en train de se développer petitement. Ça n'existait pas réellement. Et donc il faut attendre 15, 20, 30 ans pour faire le bilan. Aujourd'hui, nous avons formé beaucoup de cadres, beaucoup d'administratifs, beaucoup de entre griffes théoriciens
qui ont du mal à apporter des solutions aux défis économiques, à faire face donc aux exigences de l'ère, de notre ère. Aujourd'hui, on parle plus numérique, on parle plus technique, on parle plus électrotechnique et autres, mais combien on a formé dans ces domaines? Il y a des petites choses pour lesquelles on est obligé de faire recours à des techniciens étrangers, pour réparer nos ascenseurs, pour réparer des petits... Donc aujourd'hui, on a compris et on est en train de travailler. Il faut attendre quelques années pour véritablement faire le bilan dans ce sens. Ouais. Monsieur Zakpa, toujours par rapport à l'éducation, c'est vrai qu'on a l'impression que nous sommes en train de toujours chercher notre idéal de formation. On a connu plusieurs types de curricula de formation. On a connu l'école nouvelle, on a connu l'approche par compétences. Aujourd'hui, on est en train de chercher le bon équilibre entre la littérature, entre l'école langue, l'étude langue et le volet technique. Finalement, est-ce qu'on n'est pas toujours en train de se chercher après 66 ans de vie, d'indépendance sur le plan éducatif? Je vais vous surprendre. Moi, je suis de l'école nouvelle et j'en suis fier. Quand je fais une rétrospective, l'école nouvelle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que le programme était vraiment un vrai programme d'école de base. Là où ça a péché, c'est après l'école de base, quelles sont les perspectives de formation qu'on donnait à nos jeunes? C'était qu'on rentrait dans l'enseignement général. Vous avez vu le nombre de littéraires qu'on a eu, le nombre de personnes en ressources humaines, philosophie, sociologie. Un pays, une nation en construction a besoin de sociologues, etc., mais pas autant. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je propose? Parce qu'il faut proposer également. Absolument. Il faut un système dual et avoir plus loin, parce que j'entends tout le monde dire formation technique et professionnelle. Il ne faudrait pas qu'on... Comme si on allait tous devenir des techniciens. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on normalise que les gens... l'apprentissage chez nous, comme on le faisait, les CQPM. Non, si on s'en arrête là, d'ici quelques années, le Bénin aura des difficultés. Puisque le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir nos propres ingénieurs. Oui, l'enseignement technique est là pour ça. Pour ça. Mais il faut commencer dès maintenant à proposer à nos jeunes un système dual. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller dans l'enseignement supérieur général, on lui dit, si tu rentres, tu feras autant une licence, un master et une thèse que celui qui choisit la voie professionnelle, comme on le fait en Suisse. Toi aussi, si tu dis, je veux devenir électricien, électrotechnicien, tu as la possibilité de passer un BTS, un Bac+3, un master et de faire une thèse là-dedans. Donc, ça donne... Les jeunes aujourd'hui veulent étudier et vraiment bien étudier, aller très loin dans les études. Mais si vous offrez la perspective de la formation professionnelle limitante, il n'y aura pas d'effet. Il y aura d'effet que sur les gens qui ne veulent pas aller très loin dans les études et quid du développement industriel, technique, pharmaceutique et même de recherche du pays. Donc forcément, pour moi, c'est ce que je vois. Il y a une nation qui le fait très bien, c'est la Suisse, qui se développe très bien la formation professionnelle. Offrir à chacun, quelle que soit la branche que tu prends, tu seras autant médecin, docteur ou ingénieur que celui qui a pris la voie générale. Et là, ça donne une saine émulation, ça donne envie aux gens d'aller plus loin. Parce qu'on sait que le Béninois, il veut apprendre, il veut aller plus loin, il veut être meilleur que l'autre, etc. Il veut avoir des diplômes, etc. Donc, il faut leur offrir les perspectives. Deuxième chose que je propose, c'est la réforme de l'apprentissage. C'est-à-dire que... En quoi précisément? C'est-à-dire mettre en place un véritable système d'alternance, de formation en centre et de formation en entreprise. Ça aussi, ça se fait dans d'autres cieux où vous pouvez préparer votre Bac+2, j'en sais quelque chose puisque je dirige une structure qui l'a fait. Donc vous pouvez préparer un Bac+3, un Bac+4, un master, même au-delà, en étant en apprentissage. Voilà, ça aussi, ça forme les ingénieurs de demain, ça forme les techniciens de demain. Qu'est-ce qui se fait? Quel est l'objectif? Je suis chef d'entreprise, je vous embauche comme alternant chez moi, vous allez suivre les cours une semaine dans votre centre de formation
et 2 semaines chez moi, vous mettez en pratique ce que vous avez appris à l'école. Qu'est-ce qui se fait? À la fin, je vous embauche et je ne vous fais plus de période d'essai et je ne vous fais plus de formation pour dire, bon, j'ai un nouveau formateur, salarié à former, etc. Vous connaissez déjà la mentalité de l'entreprise, la culture de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise, et vous continuez. Ça, c'est important pour nos pays en développement aujourd'hui. Et donc, il faut avoir aussi cette vision de la formation professionnelle, technique et professionnelle, et mettre tous les leviers de son côté pour que le Bénin puisse vraiment avoir un réel programme de formation technique et professionnelle. Oui, très rapidement, par parallélisme, on sait qu'un pays de la sous-région, dont je ne peux pas citer le nom, a opté pour la suppression ou la suspension d'abord des doctorats, par exemple, parce qu'il estime que le doctorat est purement théorique pour certains. Il faut maintenant amener les jeunes à créer, à inventer, à innover en termes de doctorat pour leur thèse, au lieu de produire juste un document purement théorique. Est-ce que vous pensez que, par parallélisme, bien évidemment, est-ce que le Bénin a besoin d'aller un peu vers cette formule-là ou peut-être une formule mixte? J'ai plutôt l'impression, je ne sais pas de quel pays vous parlez, je n'ai pas l'information, mais je pense que c'est une erreur. Vous savez, quand vous faites une thèse aujourd'hui, vous faites des thèses scientifiques, vous pouvez faire une thèse professionnelle. Et ça, on en a aussi besoin aujourd'hui, les thèses professionnelles, pour mettre de la stratégie dans les entreprises, pour mettre de la stratégie dans les politiques de développement. Je pense que c'est une erreur grave. Que cette personne, ce pays, peut-être que les autorités de ce pays ne savent pas les tenants et les aboutissants d'une thèse de doctorat. C'est pas parce que pendant longtemps, les gens sont souvent docteurs en ex-lettres, docteurs de tout ce qui est sciences humaines. Ouais. Et aujourd'hui, vous pouvez être docteur en santé publique, vous pouvez être docteur en intelligence artificielle, docteur en mathématiques, tout ce dont on a besoin pour développer Non, moi je suis pas de cet avis-là. D'accord. Non. Docteur Boukalaro et docteur Dadénon? Oui, je voudrais répondre à mon co-débatteur qu'il y a beaucoup de choses qui se font par rapport aux propositions qu'il vient de faire. Ouais. La nouvelle version des lycées techniques en cours est totalement basée sur un principe d'alternance, où les apprenants font vraiment une partie de leur formation en entreprise et une partie à l'institut. Il y a également que sur le plan universitaire, l'État a créé ce que nous appelons le Centre universitaire d'enseignement professionnel, qui est appelé à accueillir donc les apprenants de la formation technique secondaire dans les formations techniques universitaires. Parce que par le passé, on a constaté qu'ils font donc un bac technique, mais ils se retrouvent dans la grande masse universitaire parce que on n'a pas créé une passerelle pour eux au plan universitaire pour qu'ils continuent les formations techniques. Donc nous avons aujourd'hui le Centre universitaire d'enseignement professionnel qui est appelé à accueillir donc ces jeunes qui ont embrassé la formation technique. Vous allez à Djougou aujourd'hui, il y a l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture qui forme totalement en alternance. Une formation de 2 ans, dont 1 an en entreprise et 1 an à l'Institut. Donc ce sont des dynamiques à poursuivre. Par contre, ce qu'on n'a pas encore commencé et qui viendra certainement, c'est la formation licence, master, doctorat de façon purement technique et professionnelle. C'est vrai, avec les réformes du LMD, on a rendu toutes les formations que nous appelons des formations générales professionnelles. On parle aujourd'hui de licence professionnelle en même dans licence professionnelle en géographie, licence professionnelle, mais on sait, en tant que technicien de la formation professionnelle, on sait qu'il manque de professionnalisation, il manque beaucoup d'alternance pour que cette formation soit rendue vraiment professionnelle. Et l'État est allé jusqu'à prendre un décret en 2025 qui encadre, on appelle ça la loi cadre sur l'enseignement technique et formation professionnelle au Bénin, qui encadre donc cette formation et qui dispose de comment les entreprises publiques comme privées doivent accueillir les stagiaires de ces formations techniques et professionnelles en stage. Et les conditions, tout ça, c'est précisé. Comment les établissements de ces formations techniques et professionnelles doivent entretenir également des relations avec les entreprises. Il y a une loi comme ça qui est prise en 2025 et c'est avec cette loi que nous travaillons plus aujourd'hui dans l'UFDP. Je suis d'accord avec vous. On a privé Dr Boukalaro de parole pendant longtemps. Parce qu'il a sûrement un mot à dire en éducation avant qu'on parle jeunesse. Oui. Bien sûr, parce que la solution, c'est qu'il faut qu'on quitte les diplômes, les formations diplômantes aux formations de compétences.
et mes co-débatteurs l'ont expliqué à suffisance. Et lorsque nous aurons réussi à former des jeunes hommes et femmes compétents qui puissent vraiment développer nos industries, nous allons réussir sur ce pan de l'éducation. Et c'est un domaine qui tient vraiment à cœur à nos dirigeants. Le président Talon l'a dit que l'un de ses regrets, c'est de ne pas avoir pu concrétiser ces centres de formation professionnelle avant son départ, mais que tout est fait prêt pour que très bientôt cela commence. Et mieux, son successeur a mis en place une stratégie, une politique pour que nos jeunes qui embrassent ces filières-là soient exonérés de certains frais et aient la facilité de continuer. Donc avec ce élan, je pense que les années à venir, nous ne serons plus obligés d'aller importer des compétents de l'extérieur pour venir régler nos problèmes internes en matière d'industrie et de développement. À moins de faire du transfert de technologie. Oui, Oui, il y a un mot que je ne voulais pas sortir tout à l'heure, que monsieur a sorti, le mot stage. Ce n'est pas de ça que je parle en alternance. L'apprentissage, même en entreprise, ce n'est pas le stage forcément. Parce que le stage au Bénin, on sait ce que c'est. C'est la réforme du stage qu'il faut faire au Bénin, en fait. C'est le nœud du problème. Le stagiaire qui, tous les après-midi, va aller acheter le goûter au chef d'entreprise, ce n'est pas le stage. Il faut se dire les choses. On exploite les stagiaires au Bénin et à la fin, ils ne sont pas formés. C'est ce que je voulais dire. Pour ça, je voulais éviter ce mot-là. Tout ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, mais ils sont en stage. Ils ne sont pas forcément en apprentissage. Et c'est ça qu'il faut vraiment réfléchir. Oui, jeunesse, on en disait déjà quelques mots en parlant éducation, parce que cela concerne essentiellement cette frange de la population. Culture aussi, jeunesse, culture, docteur Bokolaro, que doit-on faire? On ne va plus faire le bilan cette fois. Que doit-on faire dans les années qui viennent? En raison du temps qui nous était parti. Oui. Que devons-nous faire pour davantage affirmer la culture béninoise, la hisser mieux que nous l'avons fait pendant les 66 dernières années? C'est continuer dans ce qui est déjà fait et davantage en faire. Le Bénin, sans renier son identité, se développe de façon extraordinaire. Les trésors royaux qui nous ont été restitués, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour que cela crée effectivement de la richesse et apporte une plus-value au pays? Je pense que c'est les chantiers qui sont devant nous, nos valeurs culturelles, débarrasser de tous les préjugés qui font divergence. Comment est-ce qu'on les concrétise? Comment on fait pour que lorsque le président annonçait son projet de société, comment on fait pour que dans chaque localité du Bénin, dans chaque département, il y ait des pôles d'attraction culturelle pour faire venir les touristes et accroître davantage le tourisme. C'est tout ça qui permettra que le secteur culturel aura son épopée les années à venir. Maintenant, parlant de jeunesse, il faut une jeunesse plus consciente, plus patriotique. Pas une jeunesse des réseaux sociaux qui passe son temps à dire tout et n'importe quoi, à rentrer dans les querelles qui ne sont pas siennes, mais une jeunesse qui est vraiment attachée à son pays, qui n'a pas de camp, mais dont le seul camp est sa nation. Je pense que lorsqu'on retient cela, nous irons très bien. La jeunesse a aussi le droit à la participation politique, dans un bord comme dans Je ne dis pas non, mais lorsqu'on entre dans des guerres politiques, et qu'après, on voit que ces personnes pour lesquelles on se bat, on s'entre-déchire, s'embrasse et se tutoie des choses. Mais en politique, on n'est pas censé se battre pour des personnes, mais pour des idées. C'est d'ailleurs ce que je dis. Dans jeunesse, faire un faux combat en se battant. Toute la jeunesse? Une bonne partie de la jeunesse. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir relativisé. Voyez ce qui se lit et ce qui se dit. Oui, docteur Médaillon. Merci. Je pense que... pardon. Tout comme les autres sujets qu'on a abordés, la jeunesse béninoise a beaucoup évolué dans le temps avec les exigences de chaque époque. Et je voudrais dire qu'il y a un passé un peu récent où on a failli perdre une bonne partie de notre jeunesse dans des dérives comme la cybercriminalité, les comportements déviants et autres, parce que simplement une bonne partie d'entre elles est mal formée. Ce que nous sommes en train de dire, quand vous faites des formations académiques qui ne conduisent pas à l'emploi,
pour retrouver dans la loisiveté, et puis dans la loisiveté, on se crée d'autres vices. Et donc, aujourd'hui, on a pu rapidement redresser cette jeunesse-là, et l'avenir de cette jeunesse est prometteuse avec le nouveau plateau de formation technique et professionnelle qui est en cours. Il y a des formations de reconversion qu'on a programmées également qui sont en cours pour ceux-là qui, entre griffes, se sont perdus dans les formations générales et qui ont perdus carrément. Oui, entre griffes. C'est notre faute, c'est la faute au gouvernement, parce que c'est nous qui avons ouvert ces formations. Et à un moment donné, il faut faire le bilan et réduire les effectifs dans ces formations, ou fermer carrément certaines formations, ou suspendre certaines formations, parce que en principe, une formation n'a de valeur que lorsqu'elle est demandée. Et surtout en formation professionnelle, l'offre part du besoin exprimé par les entreprises, par le marché et autres. Et donc, je voudrais rassurer encore le doyen que l'apprentissage est de mise actuellement. Et donc, cette jeunesse est en train d'être récupérée. Elle est en train d'être récupérée à travers des formations de reconversion, à travers les nouvelles offres de formation, à travers les TIC surtout, dans lesquelles du moins cette jeunesse se retrouve facilement. Vous allez voir beaucoup de jeunes béninois qui excellent en intelligence artificielle, qui créent des start-up et qui avancent. Et donc, à l'avenir, il faudra davantage structurer ces programmes d'appui, enfin, de formation d'abord, et puis d'orientation de la jeunesse. Il faudra trouver le mécanisme nécessaire d'occuper cette jeunesse, parce que elle est la part belle de la population béninoise. Si elle n'est pas suffisamment occupée, c'est qu'une bonne partie de la population est en dérive, et ce n'est pas bien pour une économie. Ouais. Je rappelle très rapidement à nos amis téléspectateurs que dans un instant, nous allons suivre l'intégralité du défilé. Nous allons vivre le défilé ici sur ce plateau avec un autre décor, un décor essentiellement militaire. Donc ne zappez surtout pas, nous allons faire ce débat. Nous allons revenir en plateau dans un instant pour parler également du défilé, parler de tout ce qui est symbole pour notre pays. Ce sera avec un plateau purement militaire. Ils sont déjà dans les coulisses, ils seront avec nous. Et justement pour continuer dans les dernières lignes de ce premier plateau, Monsieur Rebozekba, on parle actuellement de jeunesse, on sait que la jeunesse aujourd'hui est le fer de lance du pays, mais quel regard portez-vous sur la jeunesse? Et surtout quand vous, de l'extérieur, vous regardez la jeunesse béninoise, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est assez occupée, ou est-ce qu'elle est moins occupée et peut-être même assez naïve? Avant de répondre à la question, je dirais que s'il y a un sujet sur lequel moi je suis très confiant, c'est la culture. Parce que tout est fait aujourd'hui pour que culturellement le Bénin soit au top niveau. En ce qui concerne la jeunesse, au risque de contredire mes amis, je pense que la jeunesse, on ne l'écoute pas assez. Ah oui? On n'écoute pas assez les jeunes. On peut leur proposer des choses, mais vous dites que je viens de l'extérieur et je crois que je suis trop présent pour dire maintenant que je suis de l'extérieur. Le regard. Et le regard est que sur le plan politique, déjà, on ne les écoute pas assez. Vous avez vu les maires? Vous avez vu leur tranche d'âge? Non, c'est pas... Vous voyez les membres du gouvernement? Non, c'est pas... Ce sont les arguments qui sont avancés justement pour parler de participation citoyenne de la jeunesse. Je vais dire. Les membres du gouvernement actuel, ok. Là, moi, je suis fier du gouvernement qu'il y a. Oui. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est pendant les joutes électorales. Vous savez, on mobilise la jeunesse. Je sais de quoi je parle. J'ai participé à toutes les campagnes électorales qui ont abouti à l'élection du président Wadaï. À part quelques hommes politiques, avant cette campagne-là, on n'écoutait pas assez la jeunesse. On l'utilisait pour des fins politiques. Politiquement, on ne demandait pas aux jeunes ce qu'ils voulaient. On leur disait, faites ci, quand je serai élu, on verra. C'est vrai que la donne est en train de changer. Rien qu'à voir le dernier mandat du président Talon et puis le mandat qui commence. Là, je vous rejoins. Nous avons de jeunes. Le jour où j'ai vu le gouvernement, j'ai dit, c'est bon. Là, maintenant, on a tout compris et on va aller très loin avec la jeunesse. Ça règle tous les problèmes. Ça ne règle pas tous les problèmes. Ça donne la place à la jeunesse qui va faire maintenant ses preuves. Pendant longtemps, on a dit que les jeunes n'étaient pas expérimentés. On ne peut pas leur confier de pause, qu'ils sortent des études. Et si. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes cadres, beaucoup de jeunes qui sont nommés actuellement. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. C'est là la fierté aujourd'hui.
de savoir, parce que nous, on doit pouvoir savoir passer la main. C'est ce qu'on ne sait pas faire au Bénin. Et là, l'ère qui s'ouvre aujourd'hui montre qu'on est en train de passer la main aux jeunes. Et si vous avez vu l'un des derniers discours de président Talon, il avait dit à un moment de place aux jeunes. Ouais. Et là, on le voit réellement. Depuis longtemps dans ce pays, les jeunes ont toujours été laissés de côté. On les utilise juste pour aller battre campagne, distribuer des feuilles, et à la fin, non, ben on verra, toi on verra, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le ministre de la Transition numérique et de... On va penser il y en a suffisamment. Oui, et dans les organes centraux du pays, aujourd'hui, c'est des jeunes. Et moi, j'en suis fier. Et même au Parlement, il y a beaucoup de jeunes. Le regard est sérieux, si vous voulez, c'est la fierté. On a commencé cette émission en parlant de fierté. Et cette fierté continue. Et très rapidement sur la culture. Sur la culture, je venais de le dire. En fait, moi, je disais que s'il y a un domaine sur lequel je suis très confiant, c'est celui-là. Quand vous participez de la première à la dernière minute, par exemple, au Vodou Days, vous comprenez qu'il y a un sens qu'on donne à la culture. Quand vous voyez le Festival des masques, quand vous voyez tout ce qui est en construction sur le plan muséal, quand vous voyez tout ce qui se développe, la culture ne va pas sans le sport, etc. aussi. Quand vous voyez comment en 10 ans on a construit des terrains de foot, ça va faire rigoler certaines personnes, mais ça c'est l'émulation de la jeunesse. La jeunesse qui est sportive, qui est cultivée, qui est formée, que veut une nation? Merci Raymond Zekpa. Nous sommes pratiquement en train d'égrener les dernières minutes de ce premier plateau. C'est vrai que j'ai une question à vous poser très rapidement. Vous serez très bref. Vous avez chacun 30 secondes pour qu'on ne dise pas que ce plateau est assez constitué d'hommes misogynes qui n'aiment pas du tout la femme. Quelle est la place de la femme aujourd'hui de 66 à 2026? Est-ce que c'est l'Amazone épanouie, l'Amazone abandonnée, l'Amazone oubliée ou l'Amazone qu'on ne voit du tout pas? Docteur Daniel. Je vais dire à côté de la jeunesse qui occupe une place importante dans nos décisions, c'est la femme. D'accord. Et pourquoi pas même la femme avant? Parce que en 66 ans, on a vu comment la jeune féminine s'est fait représenter dans tous nos programmes. On était parti avec une seule femme ministre dans les années 72 et aujourd'hui, le taux est élevé. On a même voté une loi. Bien sûr, le taux est élevé. Comptez vous-même, vous allez voir le gouvernement. Élevé carrément. Relativement. Et au niveau du Parlement, il y a carrément une loi qui est prise pour qu'on ait au moins 24 femmes. C'est-à-dire dans chaque circonscription, il y a une place réservée à la femme, indépendamment donc des autres positionnements. Donc on a beaucoup de femmes au pouvoir. Et il y a également l'Institut national de la femme qui fait de merveilleux travail. Et moi, je me demande même si dans 50 ans, ce ne sera pas finalement un institut de l'homme qu'on va créer pour renverser la tendance. Voilà. Très rapidement, docteur Bokonaro. Oui, la femme est remise au centre des débats et de la décision politique. Et mon vis-à-vis l'a dit, la loi a été votée qui impose un quota aux partis politiques de femmes sur les listes. Et nous voyons les conséquences à l'Assemblée, dans les ministères aussi. Et l'INF, on ne peut pas finir d'en parler. C'est une institution merveilleuse qui fait des choses extraordinaires. Mais j'aurais fini lorsque je vais dire ceci. Avant qu'on ne parle réellement de fierté, que notre fierté ne soit vraiment à son comble, il faut que toutes ces prouesses reconnues par les institutions internationales, tout ce talent de développement se ressent dans le quotidien de chaque Béninois et de chaque Béninois, que ça se ressent dans l'assiette de chaque Béninois. C'est-à-dire là, le combat du président Roméo Wardini, qui en est suffisamment conscient, faire en sorte que tous ces acquis soient concrétisés dans le quotidien des Béninois et lutter réellement contre l'extrême pauvreté. C'est ça le combat. Merci à vous, Dr Bokola. Raymond Zekpa. Oui, moi je suis fier de ce qui se passe au niveau des femmes aujourd'hui. Pendant longtemps, on les a privées de l'initiative. En fait, c'était le principal problème. On ne faisait pas confiance aux initiatives des femmes. Et aujourd'hui, c'est la démocratisation féminine. Et moi, j'en suis fier. Et je suis très fier de ce qui arrive aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et il faut continuer là-dessus. Et il faut être sans concession et sans pitié avec ceux qui violentent les femmes. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Et
vive la femme. Je dirais que ça tient lieu de conclusion de votre part, chers invités. Merci d'avoir honoré notre plateau, de votre présence et surtout de vos contributions diverses. Docteur Dadegnon, merci. Docteur Bokodaro, merci aussi d'être passé. Monsieur Raymond Zekba, merci aussi d'être passé. Et ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Chers amis téléspectateurs, nous allons rapidement faire une courte pause, le temps de changer le décor avec de nouveaux éléments, de nouvelles personnalités pour pouvoir vivre ensemble le défilé, décortiquer ce que c'est que les symboliques de notre pays. On se retrouve dans quelques minutes. Surtout ne zappez pas parce qu'il y a du beau à suivre ici sur Canal 3 Bénin aujourd'hui. On se retrouve dans un instant.